Vous m'avez demandé d'enregistrer mes textes, cela afin de les rendre plus accessibles. J'ai eu l'idée de les regrouper dans une petite collection intitulée « Juste 2 mots d'Agnès Sonnet ». Elle va rassembler ce que je sais, mais vous avouera aussi ce que je ne sais pas. C'est immense. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des campus américains. L'Amérique est née le 4 juillet 1776. Elle est un continent, un hymne national, un drapeau. L'Amérique, c'est aussi des clichés, le business, les dollars, les millionnaires, la mer, le soleil, le succès insolent, les Cadillacs. Mais c'est aussi un univers de drame, de douleur, de guerre, de terreur, de solitude, de désert, d'insolence et de misère. Un peuple généreux aussi. Les campus universitaires américains ne représentent pas l'Amérique, encore moins le peuple américain. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, leurs spécificités, leurs privilèges, leur lutte de pouvoir, leur compétition pour se singulariser et exister dans un environnement de concurrence intellectuelle, mais aussi commerciale, sévère. N'oublions pas que l'université américaine est un juteux business. Pour les plus prestigieuses, les frais de scolarité sont de l'ordre de $50 000 par an. Le salaire d'un prof supérieur à $200 000 par an. Chaque campus est unique, exclusif de ses valeurs, de ses forces comme de ses faiblesses. Il serait faux et injuste d'imputer à ces campus le jeu machiavélique de fracturation, de dislocation de la société française. L'histoire est autre. Dit-on d'Assas, de Vincennes, Saint-Denis, la Sorbonne, HEC, Sciences Po ou l'ESSEC, quels ou ils sont la France? En aucun cas. La propagande qui se déverse sur les ondes françaises, via quelques égéries souvent haineuses, toujours glaçantes, est l'expression du développement d'un fonds de commerce à créer, défendre, puis entretenir en France. Lui aussi, un vrai business. De grands médias y investissent ouvertement. C'est un secret de polichinelle. Certains l'affichent avec condescendance sur leur carte de visite, leur CV audiovisuel. Ces personnages n'existent qu'à l'antenne, ne sont rémunérés que dans ce but. Business is business. Mais s'agit-il de l'Amérique? Ont-ils, si ce n'est la moindre légitimité, à parler, encore moins à agir en ce sens? En aucune façon. Le peuple américain ne cherche pas à s'exporter. Il ne le peut pas, du fait de ses spécificités uniques. J'oserais ajouter, encore moins en France qu'ailleurs. C'est un mensonge de chroniqueurs, de journalistes, de sachants, une manipulation. L'Amérique cherche à se recentrer sur elle-même, à se dégager de conflits extérieurs qui ont englouti en pure perte des milliers de milliards de dollars sans aucun véritable bénéfice pour son peuple. À gérer, parallèlement à cela, le maintien de sa position de leader du monde libre. La liberté étant l'ADN même de ce peuple, y compris au prix de sa pure misère, de ses immenses tristesses, instants de solitude et de désillusion. Rapatrier enfin tout ou partie de sa production, de sa technologie, de son savoir-faire, de Chine ou d'ailleurs, sur son sol. La tâche est immense. Telles sont les lignes que je lis dans le grand livre de cette société en perpétuelle restructuration, au jour le jour, par paragraphe, simple phrase ou plus modeste mot. C'est difficile, mais c'est courageux, méritant. Elle ne justifie pas ce déferlement de haine des médias français. L'Amérique n'en a qu'une, et elle a raison. Ces problèmes de ségrégation ne sont ni plus ni moins que ceux des autres pays. Tout est question d'échelle, de taille, de proportion, de focale. Ils sont le fait d'individus, de groupes manipulés, plus ou moins influents à l'instant T. D'une histoire aussi, certes courte, mais source d'extrême violence. Les enjeux économiques et sociétaux étaient alors considérables. Some idiots are racist, but all racists are idiots. Telle est la façon dont on résume ici la situation. Certains cons sont racistes, mais tous les racistes sont cons.
Se superposent ou s'entremêlent les déséquilibres migratoires et ethniques qui remettent en question avantages, privilèges, situations acquises. Il existe ici de riches noirs, de riches asiatiques, de riches indiens autochtones, comme de riches blancs. Il existe ici des noirs heureux comme des blancs malheureux. Les institutions, les États mettent en œuvre des programmes titanesques en matière de lutte contre les discriminations. Personne ne balaie plus les poussières sous le tapis. La loi est intraitable face au crime. Le sujet est quotidien, essentiel. La préoccupation constante, tant au niveau des 52 États que fédéral. Que dire de plus si ce n'est ajouter le facteur temps pour dissoudre la haine qui ressurgit sporadiquement comme une malédiction consubstantielle des États-Unis. Les années 60 ont marqué un tournant, pas une fin. Le chemin est encore long. L'Amérique est davantage qu'un pays, c'est un continent. L'Amérique n'est pas une civilisation, mais un gigantesque kaléidoscope, presque l'image du monde à elle seule. Elle tente de créer, jour après jour, secousse après secousse, cataclysme après cataclysme, sa cohésion, d'en extraire un modèle. Pas simple. Elle a pourtant cette ambition, depuis le 4 juillet 1776. Nous, Français, avons pris 1000 ans pour parfaire la tâche. L'Amérique nous copie, beaucoup, car l'Amérique nous aime. Témoignons-lui davantage d'empathie, en nous rappelant l'histoire du XXe siècle, mais aussi celle du marquis de Lafayette, qui après son aventure américaine, dont il est un héros incontestable, contribuera à rédiger la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Il souffle pour l'éternité le vent de la liberté.